Cet homme est l'architecte de l'un des plus grands désastres de l'histoire. Il passait des heures devant le miroir pour s'entraîner à prendre la pose. Chaque photo était une performance. He wants to be at the front. He wants to share the excitement. He wants to smell the cordite. Et de ses collaborateurs. Hitler débarque et dit à son peuple « Vous êtes important. J'ai un plan. Je sais ce qui s'est mal passé et je peux tout réparer. » Hitler s'est façonné une image de célébrité politique, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Jouer avec les médias, travailler son image publique. Le parallèle avec les tactiques des stars du cinéma et de la musique aujourd'hui est assez clair. « 1er août 1936, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin. Plus de 4000 athlètes de 49 nationalités défilent dans le stade. La flamme, une idée réintroduite par les nazis, constitue l'apogée de l'événement. Les nazis ont eu l'idée de combiner toute la pompe et l'apparat de l'olympisme avec le cérémonial du nazisme. Faisons un parallèle entre la croix gammée et les anneaux olympiques, au sens littéral et au sens métaphorique. Et montrons ainsi au monde que nos prouesses sportives sont le reflet de notre force politique et économique. La star du spectacle n'est autre que le Führer allemand. Il arrive dans le stade sous les acclamations de 100 000 personnes. Toutes les caméras sont braquées sur lui. Cette photo a été prise lors des Jeux Olympiques de Berlin en août 1936. Hitler, en tant que chef d'État, est le parrain des Jeux. C'est son rôle officiel. On voit un membre du comité olympique allemand sur sa droite. Il y a aussi le chef de l'organisation des Jeux à gauche. Ils portent leurs insignes de fonction et vraiment, ils ressemblent trait pour trait à des dignitaires européens de l'ancien temps. Et au milieu, il y a Hitler, dans son uniforme paramilitaire. Tout autour de lui, on aperçoit une ribambelle d'hommes en uniforme de l'armée et des membres de la SS, à l'air plus sinistre encore. Cette photo montre l'émergence d'un nouvel ordre européen. Et Hitler sait que le monde ne va pas s'attarder sur ces vieux hommes dégarnis qui sont membres du comité olympique international ou allemand. Il sait que tous les yeux seront braqués sur lui. Il est au milieu, il est le maître. Les Jeux olympiques sont de facto les Jeux nazis. Die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. 8 ans plus tôt, l'avenir d'Hitler n'avait rien d'évident. Le mouvement nazi n'est alors qu'un petit parti politique parmi tant d'autres, et les rêves de pouvoir semblent encore très lointains. Lors de l'élection de 1928, le parti d'Hitler obtient 2,6% des voix, ce qui est assez insignifiant. Il est alors en marge de la politique nationale et n'attire pas vraiment l'attention. Mais l'année suivante, le krach de Wall Street, en octobre 1929, met l'économie allemande à genoux. C'est un violent coup porté à la stabilité politique, durement acquise au milieu des années 20. En juillet 1930, le Parlement allemand, le Reichstag, est dissous. Des élections sont organisées. Les nazis entrent en scène. Hitler va prononcer 20 discours majeurs avant le scrutin. L'homme chargé de façonner son image, Heinrich Hoffmann, son photographe officiel, ne le quitte pas d'une semelle.
Voici l'une de ces nombreuses photos inédites et récemment numérisées. Un autre cliché de Hoffmann, saisi lors d'un meeting de campagne à Nuremberg. Sur cette photo, tout le monde le regarde fixement, comme une figure messianique. Mais surtout le plus saisissant, c'est cette brume dans le hall qui ajoute de la tension. On voit cette figure solitaire en plein milieu et on devine qu'il y a autant de monde derrière lui. Il est isolé, seul dans le brouillard. Ça devait être un jour humide et c'est ce qui a créé cette brume. Mais le résultat est très lugubre et assez effrayant. En réalité, les seules personnes qui sont nettes sont celles qui ont les plus mauvais sièges. Elles doivent se contenter de regarder son dos. La foule principale est devant lui, mais on ne peut que la deviner. Son costume noir se détache. Tout le monde porte des couleurs claires. Peut-être que nous sommes au printemps. Il y a un spectateur sans veste et des chapeaux d'été. Mais Hitler, lui, porte un costume noir, ce qui renforce l'aspect théâtral. Manifestement, il prononce un discours très sérieux sur ce cliché. Il cherche des voix et galvanise la foule. Hitler propose aux Allemands une sortie de secours pour échapper à la dépression. Il promet qu'il va redresser l'économie allemande, mais aussi la vie politique et redonner sa grandeur à l'Allemagne. Le résultat des élections fait trembler le Parlement allemand. Les nazis passent de 12 à 107 sièges et deviennent la deuxième force politique du pays. Même Hitler ne s'attendait à un tel succès. Mais il n'est pas encore au pouvoir. 1932. Hitler brigue la présidence du Reich. Il est opposé à Paul von Hindenburg, âgé de 85 ans, qui vient de terminer un mandat de 7 ans. Hindenburg est une icône pour tous les Allemands. Il est vraiment plus qu'un président, c'est un monarque, c'est un grand général, le plus grand de la Première Guerre mondiale. C'est l'incarnation de l'Allemagne. Alors comment lui, ce petit ex-caporal, peut-il se mesurer à un maréchal? Mais cette fois, les nazis ont un nouvel outil de propagande, l'avion. Malgré sa phobie du transport aérien, Hitler traverse le pays en avion pour prononcer 20 grands discours, de la Baltique à la Bavière, en moins d'une semaine, et s'adresse à près d'1 million de personnes. Bien sûr, aujourd'hui, quand on voit ces images en noir et blanc d'Hitler en avion, ça nous paraît un peu dépassé. Mais pas du tout. À l'époque, au début des années 30, un homme politique qui parcourt le pays en avion, c'est nouveau, audacieux, radical et très moderne. Hitler est le candidat du futur. Heinrich Hoffmann, qui accompagne partout le Führer, en profite pour tirer le meilleur parti de la situation. Il propose également une photographie pour une affiche électorale à la fois austère et innovante. Sur cette photo, Hitler vous regarde vous. Et il vous invite à lui parler et à lui faire confiance. Les influences sont nombreuses, à commencer par les films muets dont il était très friand. L'impact du visage blanc qui se détache sur fond noir est très fort. Une seule note, un seul message, voici le visage de l'Allemagne du futur. C'est simple, il semble digne de confiance. Voici ce que je suis, regardez-moi, je ne cache rien. Il ne regarde ni d'en bas ni d'en haut, mais en face, d'égal à égal, les yeux dans les yeux. Hindenburg remporte l'élection. Plus de 19 millions d'Allemands ont voté pour le vieux soldat. Étonnamment, Hitler se hisse à la deuxième place. Plus de 13 millions d'Allemands ont adhéré au culte d'Hitler. Hitler vend du rêve. Il propose au peuple allemand une jolie histoire. Tout ce dont il a besoin, c'est que le peuple y croie, qu'elle soit réaliste ou non. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le pouvoir. Et il est prêt à dire n'importe quoi pour l'obtenir. En 1932, les Allemands se rendent aux urnes 5 fois pour des élections présidentielles ou générales. En raison des profondes divisions politiques, les Allemands ont le choix entre 62 partis. La République de Weimar est en lambeaux. Hitler est devenu le chef du plus grand parti d'Allemagne. Personne ne peut gouverner sans lui. Les partis de droite pensent pouvoir s'en servir pour vaincre les communistes et les sociodémocrates.
Fin 1932, début 1933, les hommes politiques en place tentent de faire d'Hitler un allié et de fédérer l'immense masse de députés nazis qui siègent désormais à la Chambre. Ils doivent les intégrer au sein d'un gouvernement de coalition à tendance conservatrice, afin de contrôler le Parlement et de faire passer leur programme. Ils pensent pouvoir utiliser Hitler. Hitler sait que le pouvoir est à portée de main. Janvier 1933, Heinrich Hoffmann et Hitler se rencontrent dans un hôtel de Berlin. Depuis une décennie, le Führer compte sur l'œil d'Hoffmann et de son appareil photo pour tester de nouveaux costumes, de nouveaux chapeaux, de nouveaux uniformes. Aujourd'hui, il voudrait essayer un nouveau costume plus digne d'un homme politique de l'establishment. Hitler semble assez mal à l'aise. Il n'est pas dans son élément. Je pense que c'est parce qu'il porte une tenue très formelle, avec un haut de forme. Or, ce sont les accoutrements de l'aristocratie ou des élites de la société allemande. Et Hitler ne vient pas de ce milieu. Hitler est un peu comme un loup déguisé en mouton. Il pense avoir l'air respectable. Il s'habille de manière très classique afin de donner l'impression qu'on peut lui faire confiance. Or, rien n'est plus éloigné de la vérité. Peu après cette photo, le politicien conservateur Franz von Papen persuade le président Hindenburg de nommer Hitler chancelier et lui-même vice-chancelier. Afin de brider le pouvoir conféré à Hitler, les nazis sont en infériorité numérique dans le cabinet, avec seulement 2 membres. Mais von Papen a commis une erreur fatale. Il a cru qu'il allait le faire taire dans le gouvernement de coalition et qu'il l'obligerait facilement à se faire tout petit. Il a malheureusement sous-estimé l'habileté d'Adolf Hitler. Hitler est investi en tant que chancelier le matin du 30 janvier 1933. Le soir même, il assiste depuis la chancellerie du Reich au défilé de centaines de membres de la SA en signe de célébration. Selon le ministre nazi de la propagande, Joseph Goebbels, cette journée est un conte de fées. Mais pour l'Allemagne et le monde entier, c'est le début du cauchemar. « 27 février 1933. Moins d'1 mois après l'investiture d'Adolf Hitler à la chancellerie, un jeune communiste néerlandais se faufile dans le Reichstag avec 4 paquets d'allume-feu pour déclencher un incendie. Ce désastre pour la démocratie allemande est une opportunité rêvée pour Hitler. Il estime en effet que son pouvoir de chancelier a toujours été entravé par son gouvernement de coalition. Mais l'incendie pourrait bien rebattre les cartes. Les nazis dépeignent l'incendie comme une tentative de coup d'État contre le gouvernement de coalition nazie. Les journaux de gauche sont interdits, les partis communistes sont déclarés hors la loi, les hommes politiques communistes sont envoyés dans des camps de concentration. Les socialistes voient leur liberté individuelle restreinte. Le 21 mars, Joseph Goebbels orchestre une cérémonie spéciale afin de présenter Hitler comme un homme d'État, le seul capable d'unifier la nation. Quelques années plus tôt, Hoffmann avait sommairement truqué une photo pour simuler une proximité entre Hindenburg et Hitler. Il a simplement collé une photo du président à ses côtés. Mais aujourd'hui, nul besoin de trucage. Les 2 hommes sont côte à côte dans son viseur. 2 jours plus tard, le Parlement se réunit à l'Opéra Kroll, la chambre temporaire. Les députés, intimidés par les SS à l'extérieur, votent une loi d'habilitation qui donne les pleins pouvoirs à Hitler. Le chancelier peut désormais édicter des lois sans l'approbation du Reichstag pour les 4 prochaines années. Le Parlement vient de voter pour son abolition. Dès l'été 1933, Hitler exerce un pouvoir dictatorial sur l'Allemagne. C'est un revirement politique remarquable qui s'est produit en moins de 6 mois. L'antisémitisme, pilier du nazisme, va pouvoir se déchaîner. Les attaques contre les commerces juifs et les passages à tabac par les SA, les troupes paramilitaires du parti, deviennent monnaie courante.
C'est à ce moment-là que le parti nazi s'empare du pouvoir en affirmant des idées antisémites, en les légalisant et en les légitimant. Les nazis ont rendu ces idées antisémites plus populaires. Plus besoin d'avoir honte désormais. Avant cela, tabasser des juifs était mal vu. Mais pas après 1933. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce raisonnement, je n'y arrive pas. Comment peut-on dormir la nuit quand on agresse des juifs? Et dans certains cas extrêmes, comment peut-on dormir la nuit quand on tue des juifs? Quand il photographie les membres de la SA, l'appareil d'Heinrich Hoffmann, antisémite convaincu, ne s'attarde jamais sur leur violence et leur brutalité. Cette photographie a été prise dans la cave de la Braun House, le quartier général des nazis à Munich. Cette photo est un concentré de nazisme, où Hitler est entouré de ses plus fidèles camarades. Certains sont clairement des vieux grognards du nazisme. Celui-ci a l'air assez âgé, mais beaucoup sont assez jeunes. La plupart d'entre eux ont peut-être rejoint le parti un peu plus tard, mais tous portent la chemise brune, ce qui signifie que tous font partie de la Sturmabteilung, la SA. Ils semblent un peu tendus, car Hitler est une figure divine pour eux. Ils sont nerveux, clairement ils sont crispés. Mais c'est un honneur pour eux. Les expressions sont un peu raides et forcées, mais ils sont certainement tous très fiers d'apparaître sur cette photo. Regardez l'expression d'Hitler. À quoi vous fait-elle penser? Moi, je revois exactement la photo de lui à l'école. La même expression. Mais le gamin sans amis au dernier rang est maintenant le dirigeant de l'Allemagne. J'observe cet homme qui vient de devenir chancelier et, dans son regard, je vois qu'il est en train de réaliser l'énormité de ce qu'il a accompli. Il sait que tout le monde dans cette pièce est prêt à tout pour lui. C'est une scène remarquable. Sans tarder, Hitler va consolider son pouvoir. Son objectif, prendre le contrôle de tous les secteurs de la société allemande. En 1933, 34 et 35, on assiste à un processus connu sous le nom de Gleichhaltung, la coordination. Par cette politique, tout ennemi ou agent indépendant au sein de la vie politique ou de la vie sociale est soit éliminé, déclaré hors la loi, interdit, soit nazifié. Hitler supervise toutes les institutions commerciales, sportives, tout. Les clubs de sport, les clubs d'aviron, tout est sous son contrôle. Par ce processus, les tentacules de l'État nazi se répandent dans tous les aspects de la vie allemande. La dictature nazie est en train de s'enraciner. L'organe gouvernemental chargé de façonner l'opinion publique est le ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande, dirigé par Joseph Goebbels. Les rassemblements de masse, formidable arme de propagande, se tiennent sur une place d'armes construite à cet effet à Nuremberg. Au programme, musique, discours et démonstrations de puissance militaire. Ça commence par une montée en puissance. Des membres de la SA défilent et diffusent de l'eau de Cologne au pulvérisateur. Il y a de la musique jouée par un orchestre, le défilé des porte-étendards et surtout tous les effets spéciaux. En effet, sur son podium, Hitler a toutes ses commandes qui lui permettent de créer tous ces effets de lumière. Hitler est la superstar du spectacle, l'objet de l'adulation et le point de mire des caméras. Les séquences filmées de ces rassemblements mettent en évidence le pouvoir oratoire et le charisme d'Hitler. La seule facette d'Hitler que nous connaissons est celle d'un homme vociférant. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il s'agit plutôt d'une danse de séduction. Il commence en douceur, il crée la tension et monte en puissance jusqu'au paroxysme. C'est une grande démonstration de dramaturgie faite de gestes et de vocalises. Un acte exécuté méticuleusement
et dont l'apogée est la harangue. Cette performance hystérique, démente, folle, les yeux exorbités, étrange, irréelle, qui ne peut que être perçue par la foule comme une apothéose. Pour un spectateur qui assisterait au discours entier dans toute sa durée, l'effet serait raté s'il n'y avait que des moments de paroxysme et de vocifération. Il ne faut jamais oublier que c'est l'aspect dynamique des discours d'Hitler qui les rendait si efficaces. Quel est l'aspect psychologique de ces rassemblements avec drapeaux, feux d'artifice, défilés et discours? Comment tout cela affecte les spectateurs? Les recherches montrent que ces spectacles renforcent leur attachement à leur pays. Mais ils se sentent attachés à leur pays en tant qu'idée. La grande et belle idée de la nation, pas d'un point de vue pratique. Ils ne sont pas attachés à leur pays dans le sens où ils veulent en améliorer la fiscalité, les infrastructures routières ou encore les lignes téléphoniques. Non, s'ils sont attachés à leur pays, c'est parce qu'ils aiment son drapeau, son nom, son hymne, parce qu'il s'agit du meilleur pays au monde, et parce qu'ils sont prêts à le défendre contre les vendus et contre les étrangers qui le pourrissent de l'intérieur. Dans ces rassemblements, vous oubliez toutes ces petites questions insignifiantes dont personne n'aime parler, et vous écoutez quelqu'un vous répéter que votre pays est formidable et qu'il faut se battre pour le défendre, quitte à donner sa vie. Mais tous les Allemands n'ont pas la possibilité d'assister à ces rassemblements. C'est le cinéma qui va permettre aux nazis de diffuser l'image et le message du Führer et de toucher un public plus large. Les salles de cinéma allemandes sont extrêmement populaires. À la fin des années 30, plus de 600 millions de tickets de cinéma sont vendus chaque année. Un public que les nazis comptent bien séduire. Les nazis ont très bien compris l'importance du cinéma, parce que c'est un puissant catalyseur d'émotions chez les gens. C'est cet engagement émotionnel qu'ils recherchent chez le public. Ils veulent que la présence d'Hitler déclenche l'excitation. Les nazis livraient du matériel de projection aux écoles et aux clubs. Les spectateurs s'asseyaient pour regarder des actualités ou des films éducatifs. L'objectif principal était d'endoctriner et de convaincre les citoyens allemands de devenir de parfaits Ariens. Le congrès de Nuremberg de 1934 a été filmé par une jeune actrice et réalisatrice nommée Leni Riefenstahl. Hitler lui a confié un budget colossal et une équipe de tournage de plus de 170 personnes. C'est lui qui a suggéré le titre du film, Le triomphe de la volonté. Chaque plan a été soigneusement préparé. On voit Hitler arrivant au Reichsparteitag, au grand rassemblement du parti, dans un avion. Il arrive d'en haut, du ciel, et il descend sur terre, comme pour montrer qu'il est le chef, mais surtout le rédempteur. C'est assez brillant d'un point de vue cinématographique. Le plan en contre-plongée donne le sentiment qu'on est assis au cinéma. Nous sommes en contrebas pour admirer Hitler sur un podium ou un piédestal avec révérence, ce qui nous affaiblit. On ressent la grandeur d'Hitler. Mais on a aussi droit à son point de vue, avec la foule à ses pieds. Il nous confère un peu de son pouvoir en nous donnant une idée de ce qu'il voit. On est à sa place, mais en tant que spectateur au cinéma. L'autre grande innovation, à mon avis, c'est la caméra en mouvement. Elle offre tout le temps de nouvelles perspectives. Elle n'est jamais statique. Elle semble être constamment en mouvement, mais c'est un mouvement contrôlé. Au bout d'un moment, nous réalisons que la caméra tourne en rond autour d'Hitler. Hitler est le point d'ancrage de ce mouvement. C'est important d'un point de vue idéologique. Le national-socialisme souhaite apparaître comme un mouvement jeune et dynamique, certes, mais pas anarchiste. Et le mouvement sans maîtrise, c'est l'anarchie. Jeune, avant-gardiste, rédempteur, dynamique, mais surtout centré sur Hitler.
Le triomphe de la volonté fait sale comble dans toute l'Allemagne. Mais ce n'est qu'un des nombreux films de la propagande nazie. Malgré leur antisémitisme féroce, ces productions sont très populaires dans les années 30. La propagande nazie ne rend pas mauvaise de bonnes personnes. Les futurs nazis flirtaient déjà avec des idées funestes bien avant la propagande, qui n'a fait qu'encourager cette pensée. Et elle leur a aussi donné la légitimité de s'en prendre aux Juifs. Personne ne les a forcés à attaquer les Juifs ou à les voler. Le parti n'a fait qu'encourager des idées et les a légitimées. Il n'a certainement pas transformé les gens. Pour Goebbels, la propagande ne sert pas uniquement à la diffusion d'une idéologie, mais aussi à la communication et au divertissement. La radio est le moyen idéal pour s'inviter dans tous les foyers allemands. Les auditeurs sont abreuvés de programmes musicaux sur demande, entrecoupés de discours d'Hitler. À l'époque, la radio était une technologie relativement moderne. Et les nazis ont commencé, dès 1933, à vendre des postes de radio subventionnés. Ils ont produit en masse des transistors plutôt bon marché, les Volksempfänger, les récepteurs du peuple. En 1939, quelques 15 millions de postes de radio ont été disséminés au sein de la population allemande. On encourageait les gens à écouter ensemble la radio, au travail ou à l'école. La radio est devenue une arme de propagande cruciale et a contribué à ensorceler le peuple allemand. Cette photo récemment numérisée provient des archives de Heinrich Hoffmann. Ici, on ne voit pas Hitler, mais on sent sa présence dans la pièce. Nous sommes dans un village ou une petite ville, et tout le monde écoute la radio. Au milieu, tout le monde est net parce qu'il y a de la lumière qui entre par la porte et la fenêtre, donc les contours sont précis et découpés. On sent que ces sujets sont très concentrés. Les auditeurs, qui sont sur les bords, sont flous, parce que les objectifs n'ont que quelques mètres de profondeur de champ. C'est ce contraste entre les personnes nettes et floues qui crée cette tension. Je sens aussi qu'ils écoutent quelque chose de très sérieux. Il n'y a pas un seul sourire. Leurs vies sont sur le point de changer. Cette photo a été prise avec un appareil photo 35 mm, léger et révolutionnaire, fabriqué par la société allemande Leica. Ce magnifique objet, qui s'est avéré si important pour les photographes au fil des ans, a été inventé en 1924 par Ernst Leitz. Le nom de Leica vient de Lights et caméra, ce qui donne ainsi le Leica. Il a eu un succès immédiat. Et il a aussi permis l'utilisation de films couleur avec Kodak et Kodachrome. Mais cette petite merveille n'est pas facile à maîtriser. Il faut se souvenir de plusieurs choses. Il y a cette bague qui permet de faire la mise au point sur le sujet, et donc il faut changer la pellicule, faire la mise au point, remonter la pellicule, et ensuite, on prend la photo avec ce joli petit bruit. C'est un petit bijou d'ingénierie. Avoir dans les mains ce modèle des années 30 est une sensation merveilleuse. C'est tellement authentique. Et depuis toutes ces années, nous n'avons pas amélioré l'ergonomie. Leitz était un génie. Ernst Leitz possède une immense usine dans la ville allemande de Wetzlar. C'est un employeur bienveillant, prêt à se battre pour ses ouvriers. Son plus grand plaisir était de se promener à 7 heures du matin dans l'usine et de parler à tous les employés. Comment va la famille? Vous avez besoin d'argent? C'était un patron comme ça. L'appareil photo Leica est d'ailleurs la concrétisation de sa bienveillance envers ses employés. En 1924, l'économie allemande est à l'arrêt. Le dogme économique voudrait que Leitz licencie du personnel. Il a envisagé ce projet comme un simple moyen de conserver ses employés et de faire fonctionner l'entreprise.
En 1924, il lance la production du Leica. C'était un risque, car il y avait d'autres appareils 35 mm et il n'avait pas rencontré le succès commercial. L'appareil trouve immédiatement son public. Des photographes de renom, comme des milliers d'Allemands de la classe moyenne. L'entreprise d'Ernst Leitz est prospère, mais l'avenir s'assombrit. Les lois nazies discriminatoires introduites par le nouveau chancelier ont un impact immédiat sur les citoyens juifs de Wetzlar. En particulier les lois de Nuremberg de 1935. Les lois de Nuremberg sont très importantes, car avec elles, les Juifs deviennent par la suite des citoyens de seconde classe aux yeux de la loi. Ils perdent tous leurs droits civils. Désormais, en Allemagne, la loi permet d'interdire aux Juifs d'exercer de très nombreuses professions. Ils perdent tous leurs droits. Ils ne sont plus des citoyens. Des parents sont venus à l'usine et ont supplié Leitz de les aider. Et il a pris leurs enfants comme apprentis. Mais Leitz n'en reste pas là. Voyant ses employés juifs en danger, il s'arrange pour leur proposer des emplois en Grande-Bretagne et aux États-Unis et va jusqu'à payer leurs frais de voyage. C'était déjà difficile de quitter l'Allemagne, mais en plus, les autres pays d'outre-mer s'opposaient à l'arrivée de Juifs. C'était très délicat quand on était juif d'entrer aux États-Unis. Les grandes entreprises américaines étaient antisémites, donc c'était compliqué de se faire embaucher chez Kodak. En revanche, il y avait cette entreprise allemande avec une annexe à New York qui employait volontiers de nombreux jeunes juifs. Ernst Leitz va ainsi aider plus de 40 employés juifs et les membres de leur famille à commencer une nouvelle vie loin de l'Allemagne. Les nazis ne sont pas dupes et connaissent les agissements de Leitz, grâce à des espions au sein de l'usine. Ernst Leitz et son entreprise ont un certain pouvoir. C'est d'abord une marque mondialement connue, source de fierté pour l'Allemagne. Ensuite, Leitz exporte beaucoup. Et les nazis ont besoin de devises étrangères à la fin des années 30, alors que le réarmement bat son plein. On pourrait voir Leitz comme un funambule. Sa relation avec le régime est très délicate. Les nazis doivent se montrer pragmatiques avec lui, parce qu'ils ont besoin que ces usines continuent de produire dans le cadre du réarmement. Aux yeux du reste du monde, pourtant, Leitz est une entreprise modèle du Troisième Reich qui observe strictement toutes les règles nazies. Dans les publicités pour Leica, on peut admirer de belles femmes aryennes batifolant sur la plage, des gens qui font du sport. Plus tard, on constate que les réclames sont teintées de militarisme. Mais ça, c'est la façade publique de Leitz, qui est en contradiction totale avec le versant privé de cette entreprise qui aide les opprimés. Même durant la guerre, alors que les frontières sont fermées, Leitz poursuit sa dangereuse mission. Leitz se met ensuite à aider des opposants politiques au régime, mais aussi des employés dans de petites communes qui ont des ennuis avec les nazis pour avoir fait, par exemple, des remarques ou des blagues sur le régime. Leitz, à sa manière, va combattre le régime jusqu'à la libération de son usine par les troupes américaines en 1945. Et l'histoire retiendra toute l'ambivalence du personnage. Leitz est un humaniste pétri de compassion qui a pour habitude d'aider tous ceux qui sont persécutés de diverses manières. Et pourtant, le régime adore son appareil photo. Le Leica est utilisé par les principaux photographes nazis, comme Hoffmann, pour diffuser la propagande anti-juive et pour célébrer le Reich. Dans l'Allemagne des années 30, le visage du Führer est partout.
Il fait partie de la vie quotidienne. Des portraits d'Hitler sont présents dans presque tous les bâtiments publics. Au bureau, à la mairie, au conseil municipal, mais également dans la plupart des salles de classe. L'image d'Hitler est présente dans toute la presse et elle figure dans la plupart des journaux. Les quotidiens de l'époque proposent régulièrement des photos d'Hitler lors d'événements publics, par exemple. Mais aussi des articles intitulés « Apprendre à connaître le Führer », qui montrent que c'est un homme de chair et d'os et un bon Allemand. Avec les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, le visage d'Hitler est connu dans le monde entier. La propagande nazie le dépeint comme l'affable dirigeant d'une nation revitalisée. Les étrangers qui sont revenus des JO de Berlin se sont dit « L'Allemagne est un pays formidable. Pour Hitler, c'est une victoire. » Presque toutes les photographies d'Hitler aux Jeux sont prises par son ami et photographe Heinrich Hoffmann. Dans les années 30, l'une de ses œuvres les plus célèbres est l'une des plus petites. Et elle va faire la fortune d'Hitler. Quand il devient chancelier, Hitler, comme n'importe quel chef d'État, apparaît sur le timbre-poste. Ça n'a rien d'étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Hitler va gagner beaucoup d'argent grâce à ce portrait sur les timbres-poste. La photo a été prise par Hoffmann, puis cédée sous licence à la Poste. Hitler, lui, perçoit une redevance sur chaque timbre. Ce qui va faire de lui un homme très riche. Hoffmann affirmera avoir vu le ministre des Postes allemand remettre à Hitler un chèque de 50 millions de marks en paiement des recettes des timbres. Ça en dit long sur la nature de ce régime, digne des meilleures kleptocraties, qui vident les caisses de l'État et se remplissent les poches aux dépens du peuple, comme des gangsters. Faire de l'argent facile, c'est une moralité de truand. Pour la majorité des Allemands, Hitler est une figure digne de confiance, porteuse de la promesse d'un avenir meilleur. Cet album, réalisé par une mère de famille berlinoise, montre à quel point Hitler et les nazis font partie du quotidien. L'album commence par la naissance de son enfant en mai 1935. Au premier abord, cela ressemble vraiment à un catalogue de moments privés de la vie familiale. Et puis, soudainement, on voit apparaître des thèmes complètement différents. Sur cette double page, il y a des photos, des cartes, des fanions des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et il y a aussi tous ces autocollants de Noël adorablement kitsch. Le Père Noël, les petits anges. Mais il y a aussi des autocollants tout aussi kitsch, représentant des soldats de la Wehrmacht et même des membres de la SA. Ça fait une sorte de collage chamarré et pittoresque. On a clairement le sentiment que tout le régime et même son armée fait partie intégrante de ce petit monde et de la vie quotidienne allemande idyllique et parfaite. L'album de famille comporte également des photos du Führer qui mettent en valeur sa place dans l'histoire allemande. Il y a cette carte postale de Frédéric II, roi de Prusse au XVIIIe siècle et grand chef militaire. Elle est juste en dessous d'une photo d'Hitler assistant aux Jeux Olympiques et à côté d'une autre sur laquelle il inaugure une autoroute allemande. Il incarne tous les bienfaits du national-socialisme et toutes les promesses faites aux foyers allemands qui soutiennent les nazis, comme la famille qui a réalisé cet album. L'image d'Hitler sert également à promouvoir une organisation de loisirs créée en 1933 appelée Kraft durch Freude, ou la force par la joie. La KdF propose d'occuper le temps libre des Allemands dans le strict respect des principes nazis.
À la fin des années 30, la KDF devient la plus grande agence de voyage au monde. Elle ne propose pas que des vacances, mais toute une série d'activités et de clubs sportifs. Comme l'indique la devise, l'accent est mis sur la joie. Le fait de s'amuser est une activité positive et précieuse. Elle contribue à votre force intérieure et fait de vous un bon citoyen nazi. Pour un parti qui se voulait anticapitaliste, les nazis ont drôlement bien reproduit les méthodes de la publicité pour affiner leur propagande politique. En l'occurrence, quand vous vous payez une activité ou des vacances avec la KDF, non seulement vous vous offrez un moment de loisir et de bonheur, mais surtout, vous accédez à un fantasme. Vous devenez la personne amusante, bienveillante et confiante que vous voulez être. C'est une des grandes méthodes de la propagande nazie. La propagande repose sur la promesse d'un avenir meilleur et une vision idéalisée de soi-même. Le mouvement « La force par la joie » dispose d'un argument de poids. Un véhicule pour tous, une voiture du peuple, la Volkswagen. Le Führer, passionné de voitures mais incapable de conduire lui-même, n'hésite pas à en faire la promotion. Les brochures qui font la publicité de la voiture du peuple commencent toujours par un avant-propos d'Hitler et on le voit à bord d'un prototype du véhicule. La Volkswagen fait partie de toute une gamme de produits et le Führer est considéré comme le fournisseur officiel de la nation. La propagande incite les Allemands à économiser pour s'acheter la voiture. Un énième projet aux relents idéologiques. Pour se payer l'une de ces voitures, les Allemands devaient investir massivement dans un système d'épargne ou de bons. La propagande sous-entend qu'épargner est une pratique typiquement allemande, saine et vertueuse. À l'inverse, dilapider serait l'apanage de la finance internationale, du capitalisme et des Juifs. Ce genre de petits rituels, économisés en vue d'un futur achat et d'un avenir meilleur, est intégré à la vie quotidienne. En avril 1938, l'ingénieur automobile Ferdinand Porsche offre à Hitler, en guise de cadeau d'anniversaire, un modèle réduit de la voiture du peuple, surnommée plus tard la coccinelle. Cette photo est assez amusante d'une certaine façon. Hitler glousse devant une coccinelle avec Ferdinand Porsche. Il s'attarde sur le fait que le moteur est à l'arrière. C'est la première chose que tout le monde remarque sur la coccinelle. Cette photo de Hitler avec Porsche nous rappelle à quel point la relation qu'il entretenait avec les industriels était importante à ses yeux. Tout le monde a cette image d'Hitler adulé par les foules et ses démonstrations de ferveur populaire. Mais en fait, si Hitler est arrivé au pouvoir et a su s'y maintenir, c'est en grande partie dû au fait qu'il s'était mis les industriels dans la poche. Mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que cette photo, dans toute sa jovialité, trahit la véritable nature de la conception de la coccinelle. Un concentré d'ambition mal placée et d'incompétence. En effet, seules 600 voitures du peuple seront construites. Et malgré les slogans populistes, elle sera principalement conduite par les dignitaires nazis. En 1942, les Britanniques détourneront cette photographie dans des tracts de propagande largués par centaines au-dessus des lignes allemandes en Afrique du Nord. Reprenant le slogan hitlérien « La force par la joie », le tract juxtapose le cliché à un autre plus sinistre. Des soldats allemands morts à côté de la Kübelwagen, la version militaire de la voiture de Porsche. La production de la coccinelle a d'ailleurs été interrompue en 1939, alors que l'Allemagne se préparait à la guerre. Dès le milieu des années 30, les nazis développent l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. La majeure partie de la croissance économique de la nation repose sur ce réarmement rapide. 14 février 1939. Le cuirassé Bismarck, fierté de la flotte allemande, est prêt à prendre la mer. Hitler se rend à Hambourg pour l'occasion. Avant même que le moindre coup de feu ait été tiré pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler est au sommet. On peut lire l'adulation sur les visages. C'est comme rencontrer une pop star.
Ce sont des hommes de la génération d'Hitler, et ils se sentent proches de lui socialement. Ils sont issus de la classe moyenne inférieure, peut-être même de la classe ouvrière. Hitler s'identifie donc à eux comme eux s'identifient à lui. Il est leur sauveur, et ils lui doivent leur travail. Regardez comme la veste de cet homme est soigneusement repassée. Ce n'est pas courant pour l'époque de voir un ouvrier portant une veste si bien repassée. Aucun doute. Ce matin-là, sa femme savait qu'il allait rencontrer son Führer et qu'il devait être sur son 31. En arrière-plan, on peut voir Göring, avec son visage reconnaissable un peu rond. D'un côté, vous avez ceux qui ont le sentiment d'avoir transformé l'Allemagne, et de l'autre, ceux pour qui ils l'ont transformée, et qui leur sont sincèrement reconnaissants. Quelques mois plus tard, l'Allemagne entre en guerre. La loyauté de ces hommes, adossée à l'image d'un Führer bienveillant et stimulée par la propagande, sera mise à l'épreuve d'un conflit mondial. Hitler est chanceux, il est intelligent, mais avant toute chose, il est joueur. Et comme tous les joueurs vous le diront, on ne peut pas prendre des risques éternellement et espérer s'en sortir à chaque fois.